présenter Stéphane Castelluccio. Je pense que vous connaissez tous ses travaux, ses très nombreuses publications, trop nombreuses publications pour ne serait-ce que vouloir les évoquer. Stéphane Castelluccio a fait bien entendu des travaux de référence sur l'administration du quart d'humeur. Il a beaucoup étudié aussi la présentation des collections royales, notamment pour le XVIIIe siècle. Et aussi, plus récemment, ses recherches l'ont aussi amené à s'intéresser, dans un contexte plus qui est Global Histories, Global Histoire de l'art, à la question du goût et de la diffusion de certaines œuvres d'art asiatiques, donc essentiellement les porcelaines de Chine et du Japon, et puis plus récemment des lacs de Chine et du Japon. Ça apparaîtra en octobre. Voilà, telles qu'elles ont été consommées, appréciées et disposées en France au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et là, nous l'écoutons sur l'artiste garde du cabinet des tableaux de Versailles. Merci Guillaume. Je voulais également remercier Madame Carangeau et Mathieu pour m'avoir invité à ce colloque. Alors je préviens les lecteurs de Versailles qui ne vont pas apprendre grand-chose dans cette intervention, puisque c'est quand même une synthèse d'articles que j'ai écrits pour ce colloque. Alors la garde des collections des tableaux du roi, c'est une tradition à partir du règne de Louis XIV que la garde et la gestion des tableaux des collections royales soient confiées à un artiste, tout simplement parce qu'au XVIIe siècle, on pensait que les artistes, de par leur pratique, avaient la connaissance et pouvaient bien connaître et gérer des tableaux. C'est pour cela qu'ils étaient appelés lors des inventaires après décès comme experts pour expertiser les collections. Alors cela change au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ce sont plutôt des marchands qui sont appelés pour les expertises des tableaux, alors que l'administration royale a conservé cette tradition de confier à des peintres la garde des collections royales. Alors, comme l'avait remarqué Antoine Schnapper, la collection de tableaux anciens était une nouveauté dans l'histoire de la monarchie française, puisque François Ier a surtout fait œuvre de mécène en réalité. Et donc, avec Louis XIV et cette volonté de créer une grande collection, il a fallu mettre en place une structure administrative pour la gestion de cette nouvelle collection. Alors, selon l'habitude française, évidemment, il n'y a pas de création ex nihilo, mais on superpose un niveau supplémentaire sur l'existant. Et voilà, je vous ai fait un petit organigramme des gardes des tableaux tels qu'ils se présentaient entre les années 1664 et 1690. La mort de Lebrun. Alors, il y a une légère complexité, c'est que jusqu'en 1685, le garde-meuble de la couronne et les bâtiments du roi se partageaient la garde des tableaux. Donc on a deux administrations sur cet ensemble, et en 1685, il a été décidé de confier tous les tableaux à la gestion des bâtiments du roi. Et on voit, donc là c'est simplement les bâtiments du roi que je vous mets sous les yeux. Vous avez le garde général des tableaux du roi, qui est Charles Lebrun, et ensuite, dans chaque résidence royale, vous aviez le concierge de la résidence qui était également chargé de la gestion des tableaux qui se trouvaient dans cette résidence. L'installation de la cour à Versailles en 1682 a entraîné le regroupement progressif de tous les tableaux pour une simplification de la gestion, parce que le roi vivait plutôt à Versailles, et donc à partir des années 1690 sont réunies de plus en plus les collections royales de tableaux à Versailles, dans ce fameux cabinet des tableaux qui se trouve à la surintendance. Alors face à cette évolution et à la mort de Lebrun en 1790, on a une nouvelle organisation. Les gardes dépendent toujours du directeur des bâtiments du roi. Vous avez le principal garde qui est celui de Paris, qui est Bailly, entre autres, et qui est hiérarchiquement supérieur aux gardes de Versailles. Alors il reste encore à Saint-Germain et à Fontainebleau deux concierges qui ne gardent que les quelques tableaux qui subsistent, mais ce sont vraiment pas grand-chose. Les grands tableaux très importants des collections royales sont désormais à Versailles. Alors c'est un travail qui se partage. Le garde de Paris fait l'inventaire général de tous les tableaux de la collection royale, alors que le garde de Versailles ne fait l'inventaire que des tableaux qui sont conservés à Versailles et dans les résidences qui dépendent de Versailles, Trianon, Marly, Meudon. Donc il y a vraiment deux niveaux qu'il ne faut pas oublier. Alors,
les gardes du cabinet des tableaux du roi à Versailles, voilà la chronologie. On n'a que des artistes, principalement des peintres, un dessinateur, Portail, le graveur avec Massé, et sinon vous avez que vraiment cette tradition qui subsiste de confier ces gardes à des personnalités de l'art. Ces ensembles, généralement, ces peintres restent en charge jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est assez classique, sauf Jorat, qui, à la fin de sa vie, a été très malade, et donc a été remplacé par Hugues Taraval, qui est une sorte de survivancier, qui est mort, lui, assez rapidement, et Jacques-Louis Durabeau, qui a exercé réellement, en fait, cette charge jusqu'à la fin, jusqu'à la Révolution, alors que Jorat est mort en 1789, mais il n'était plus en état physique, compte tenu de son état de santé. Alors, à la surintendance, bâtiment qui existe encore, vous aviez ici, dans ce carré, l'appartement du garde des tableaux. Ici, vous avez le nom de Monsieur Jorat, qui se trouvait ici. Ça, c'est un magnifique bâtiment qui a été élevé dans les années 1950, qui est actuellement détruit, et on a refait à la place une autre, puisque la surintendance des bâtiments du roi a été aliénée, et maintenant appartient à une société qui l'a transformé en appartement de luxe. Voilà, ici, la surintendance des bâtiments du roi telle qu'elle est après sa restauration. On a retiré cette somptueuse cheminée d'usine en briquettes, et elle a retrouvé sa bichromie, pierre de taille et briques. Ici, vous avez à ce niveau-là l'appartement de l'intendant, donc imaginez Mansart, Marigny et d'Angivillers, appartement qui se trouve ici, et vous avez là les salles du cabinet des tableaux qui se retrouvent ici exactement. Ces 9 salles étaient accessibles par un escalier indépendant que vous avez ici, et par une seule petite porte qui donnait accès à l'appartement de l'intendant. Donc ce sont vraiment 2 espaces bien différenciés, certainement aussi pour des raisons tout simplement de sécurité. Vous aviez également sous ces ordres donc tous les tableaux, je vous l'ai dit, qui étaient à Trianon et dans les appartements de la famille royale, puisque cet ensemble de tableaux des collections royales servait pour l'ornement des appartements des souverains et de la famille royale uniquement. Alors, le garde se chargeait évidemment de la préservation, avec leur mise en réserve, type aussi dans les meilleures conditions. C'est pour ça que tous ces espaces étaient chauffés en hiver. Il veillait à leur entretien, donc dépoussiérage, nettoyage, rétablissement, je cite, tant des tableaux de chevalet que les plafonds peints et les dorures du grand appartement. C'est-à-dire que les plafonds peints dépendaient également de la garde, du garde des tableaux de la surintendance. Et en revanche, si le garde prévint le mauvais état de certains tableaux, on n'a pas l'impression qu'il a eu part aux décisions des restaurations lourdes, comme par exemple la transposition de certains tableaux de bois sur toile. A priori, la décision se passait au-dessus, sans doute, le directeur des bâtiments. En revanche, c'est lui qui doit délivrer le tableau au restaurateur sur ordre du directeur. Alors généralement, ces entretiens d'œuvres se passent avec le principe d'un marché d'entretien, tel celui passé entre Mansart et Paillet le 1er février 1699. Le garde avance l'argent, ensuite présente les factures et l'administration le rembourse. Donc il y a une sorte de demi-externalisation en fait de cet entretien, et ce principe a été poursuivi jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. On conserve encore quelques marchés comme ça d'entretien. Outre l'entretien, il y a la gestion et la surveillance évidemment du cabinet des tableaux, qui est accessible aux visiteurs, aux amateurs et aux personnalités. Il y a une recommandation du directeur des bâtiments du roi. Alors c'est également accessible aux jeunes copistes venus copier les œuvres. N'oubliez pas que la copie d'œuvres fait partie c'est pédagogique, et ça fait partie de l'éducation des jeunes artistes. Alors il gère également les copies officielles du cabinet des tableaux sur ordre du directeur. Lorsqu'on demandait une copie du roi, vous avez ici par exemple une de ces copies qui est présente dans le château de Parentignac, qui est une probable copie de ce tableau
du portrait de Louis XV par Michel Vanloo. Vous avez un autre exemplaire dans le château de Neuville à Gambay, par exemple. Et vous avez évidemment le cartouche qui explique que ce tableau a été donné à tel ministre par le roi en telle date, etc., etc. Alors, ils doivent faire appliquer également le règlement, cet article promulgué par le Normand de Tournehem en 1748 et affiché dans les salles des cabinets des tableaux pour la conservation, mais aussi pour maintenir le bon ordre et faire observer par les personnes admises aux salles et cabinets le respect et la décence dus aux maisons royales. En effet, les jeunes artistes, comme toujours, les jeunes, c'est un peu foufou, ça joue au ballon dans les salles, ça déplace, etc. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être mieux mettre un petit peu d'ordre. Alors les salles sont accessibles de 7h à 12h et de 14h à 19h en été, et de 9h à midi et de 14h à la fin du jour en hiver. Les salles n'étaient pas éclairées car c'était beaucoup trop coûteux d'éclairer ces 9 salles. Alors les personnes admises ne pouvaient inviter personne d'autre, c'était vraiment une autorisation personnelle. Les épées étaient interdites, évidemment, un coup d'épée dans un tableau en se retournant, où on ne pouvait pas non plus toucher ou déplacer les tableaux posés à terre, ce qui vous donne une idée de l'arrangement plus ou moins organisé finalement de ce cabinet des tableaux. Et évidemment, toute désobéissance entraînait une exclusion sans retour. La demande des copies a fait que Dangivillers a réduit drastiquement toutes ces autorisations, et après 1750, en revanche, et les publications de la Fonte Saint-Étienne qui se plaint que les tableaux des collections royales soient de moins en moins accessibles, il y a un projet d'ouverture au public des salles du cabinet des tableaux qui effectivement ouvre. On les a retendus d'étoffe, on a mis des meubles, des tables venant de Marly dont on ne se servait pas, et finalement dans les années 1670-74 on a de nouveau arrêté, tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez de place et les tableaux étaient extrêmement contraints. Et parallèlement vous avez le développement du projet de muséum qui se développe. Donc le cabinet des tableaux s'est toujours retrouvé un peu entre deux, entre les tableaux présentés au Luxembourg à partir de 1750 et entre ce futur projet du muséum, donc sa position était assez inconfortable. Et le garde des tableaux prête également aux artistes graveurs les tableaux conservés pour en faire des gravures, comme ici la chasse au crocodile de Boucher, de même que celle à l'autruche de Vanloo, qui ont été confiées au graveur espagnol Moles. Donc vous avez la gravure ici, vous avez également l'Alexandre Malade de Restou et Pyrrhus de Vermont au graveur Levasseur, ainsi qu'un corps de garde ou un concert de Valentin qui a été confié à Mouette. Les graveurs ne pouvaient les conserver qu'une année seulement. Il y avait quand même une limite. Alors, on accrochait également les tableaux dans les appartements de la famille royale, quitte à les agrandir, à les diminuer ou à les rouler pour les placer à l'emplacement choisi. Et vous aviez également l'accrochage, ça c'était le plus important, l'accrochage saisonnier dans le grand appartement, à l'occasion du changement de meubles d'étoffe. Pour la saison hivernale, donc en octobre-novembre, les tableaux étaient accrochés dans le grand appartement du roi. La mise en place durait jusqu'en mai-juin, ils étaient alors décrochés et on changeait les étoffes. Alors c'est une opération de grande ampleur, compte tenu du nombre de tableaux à transporter, entre 25 et 30, et surtout de leur grande taille. Et au milieu du XVIIIe siècle, il fallait 6 hommes, puis 8 dans les années 1780, qui consacraient 3 jours, ce qui n'est pas rien. Pour faciliter le déplacement, vous avez dans la troisième pièce du cabinet des tableaux, donc ici, vous avez là l'élévation de ce mur, vous aviez une trappe que vous pouvez voir apparaître ici, que l'on... je ne sais pas si vous pouvez lire... Voilà, trappe que l'on ouvre pour monter et descendre les tableaux. Et au niveau de la corniche, si vous faites attention, vous avez ici une petite poulie qui servait, voilà la poulie qui servait à descendre avec des cordes les grands tableaux par cette trappe au rez-de-chaussée. Et ensuite, ce rez-de-chaussée ouvrait par une porte sur la rue du Vieux-Versailles et on passait par la rue de la Surintendance, traversait les cours et on montait ces tableaux. Les tableaux était, voilà ici une reconstitution en 2D que j'ai fait pour reconstituer l'accrochage de ces différents tableaux dans ces salons. Vous voyez que les tableaux étaient nombreux, de grande taille,
comme celui-ci, le Poussin, où voilà les Guy d'Aurigny, qui sont tous, la plupart de ces tableaux sont actuellement au Louvre. Donc ce sont vraiment des opérations très importantes, très lourdes, que l'on renouvelait, les amenait en octobre-novembre et on les retirait ensuite en juin, lors de l'absence de la cour, lorsque la cour était à Fontainebleau par exemple, ou à Marie. Afin d'éviter les trous dans le velours ou les tapisseries, les tableaux étaient suspendus par des cordons avec des houppes sur une trague située au-dessus de la tapisserie. Donc vous voyez que la dimension pratique dominait finalement dans l'exercice de la fonction de garde des tableaux du roi, qui restait avant tout un gestionnaire de ces collections. Alors si le titulaire peignait parallèlement, les commandes royales ou privées ne présentaient aucun lien avec sa fonction, et généralement ce n'est pas parce qu'il était garde qu'il aurait des commandes de la part du roi ou des bâtiments du roi. Et généralement cette fonction de garde n'a jamais été exercée par un grand peintre. Le grand peintre, c'est le premier peintre du roi. C'était quand même un bon faiseur, mais pas parmi les meilleurs. Les meilleurs étaient employés sur les chantiers royaux. Alors le plus important, bien sûr, dans ces gestions, ce sont les inventaires. Alors c'est un peu compliqué, on distingue trois périodes qui correspondent plus ou moins aux trois règnes. Alors vous avez la fin du règne de Louis XIV, donc l'installation de la cour à Versailles en 1682 entraîne, je vous ai dit, le rapatriement des tableaux, qui s'accélère à partir des années 1690. Et ces incessants transferts de tableaux qui viennent de Fontainebleau, de Saint-Germain, de Paris, ont obligé Payet à rédiger régulièrement des inventaires, tout simplement pour se tenir au courant de tout ce qui arrivait. Et le 11 août 1695, il adressait un premier inventaire des tableaux du cabinet du roi. Ensuite, vous avez un an plus tard un mémoire des tableaux qui sont dans le magasin de Versailles. Donc si l'année suivante, il a estimé qu'il fallait faire un autre inventaire, c'est que l'arrivée avait vraiment été très importante. Et il dénombre 147 tableaux. Cette même année 96, il rédige un mémoire des tableaux placés à Trianon, à Meudon et à Chaville, donc toutes ces résidences qui sont satellites de Versailles. Et enfin, en 96, toujours, on a apporté 16 tableaux de Saint-Germain-en-Laye, des vues de Vincennes, de Fontainebleau, de Saint-Germain, que vous avez sous les yeux, et de Versailles, de Vandermeulen. En 98, donc 2 ans plus tard, c'est vraiment très très régulier à cette fin du règne de Louis XIV, il décompte 139 tableaux à la surintendance, et il y a un arrêt à ce moment-là, parce qu'il y a une saturation totale des salles. On a décidé d'agrandir le cabinet des tableaux en achetant une maison et en construisant une aile supplémentaire, celle qui a été remplacée par ce magnifique bâtiment des années 50. Et en 1703, on a pu faire de nouveaux dépôts, et ce qui a entraîné un important travail de récollement en 1704 et 5. Et comme l'a remarqué Antoine Schlapper, devant l'afflux des tableaux, le principe retenu par Lebrun d'enregistrer les tableaux au fur et à mesure de leurs entrées et non pas de peintre, finalement n'avait plus de raison d'être désormais. Et de plus, ça dispersait les tableaux d'un même artiste dans différents chapitres, ça compliquait la gestion. Finalement, Payet a décidé, et sans doute aussi Bailly, ensemble pour les deux, dans cette grand inventaire rédigé en 1709, donc cette fois-ci par Bailly, le garde de Paris, pas par Payet, qui est en dessous, lors de la rédaction de tous les tableaux du roi, on a décidé de faire une rédaction par école et ensuite par artiste, quelle que soit la date d'entrée dans la résidence. Alors, il n'y a pas de numéro, ça c'est un peu classique avec les sculptures. On ne numérote pas les sculptures ni les objets d'art, par exemple. On numérote uniquement le mobilier. C'est-à-dire que lorsque le mobilier entre au garde-meuble, il a un numéro propre qu'il conserve jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas des œuvres d'art. Ce sera le cas pour les vases en pierre dure que l'inventaire de 1788 demandé par Thierry de Vidavray. Donc vraiment deux états d'esprit, mais c'est le garde-meuble, c'est pas les bâtiments du roi. On a deux logiques dans ces deux administrations. Alors évidemment, après ces grands changements et ces grands inventaires en 1700, le cabinet des tableaux prend son rythme de croisière dans la gestion des tableaux, avec accrochage, décrochage, des grands saisonniers dans les grands appartements et ensuite dans les appartements des souverains. Même chose
pendant le règne de Louis XV. Louis XV n'est pas un collectionneur de peintures anciennes, et donc on se limite à un travail d'actualisation des peintures nouvelles commandées. Il y a simplement quelques dons, comme le Bénédicité et la Mère Laborieuse qui ont été offerts par Chardin à Louis XV en 1740, qui ne correspondaient pas trop au goût de Louis XV, qui préférait les nudités de Boucher. Résultat, ces deux tableaux sont retrouvés dans un des cabinets du cabinet de la surintendance. Alors, ces inventaires, aucun inventaire n'a été rédigé pendant le début du règne de Louis XV, et le peintre Coypel, en 1747, écrit un mémoire sur la nécessité de faire un nouvel inventaire général des tableaux, puisqu'il y a eu énormément de commandes dans cette première moitié du XVIIIe siècle, ce qui explique sans doute la rédaction d'un décompte, mais sans détail, en 1748, mais aucun inventaire détaillé n'a été rédigé. Il a fallu attendre 1760, à la suite du décès de Jacques-André Portal, donc le garde, et sa mort a entraîné la pose des scellés dans les salles de la surintendance et la rédaction d'un inventaire. Et ça, c'est une des traditions de l'administration royale. On ne rédige un inventaire que lors du transfert de responsabilité, du transfert de garde. Les tableaux, les collections, etc. n'appartiennent pas au roi mais à la couronne, et donc c'est au moment du transfert de responsabilité que l'on rédige un inventaire, pas au moment du décès du souverain, contrairement à l'Espagne par exemple. Et donc en 1760, Jorat rédige un inventaire, et ces scellés ont servi finalement de brouillon à la rédaction de cet inventaire, et en 1760, la surintendance abrite 714 tableaux, ce qui est vraiment énorme. Là, je vous ai fait un joli camembert pour vous montrer la répartition de ces tableaux. Vous en avez 360 dans les magasins, donc c'est la moitié. Le cabinet des tableaux, seulement un tiers, donc c'est-à-dire ceux qui étaient accessibles et présentés entre guillemets, et vous en avez quand même 14% dans l'appartement du directeur qui s'est servi dans les magasins. Donc la particularité de cet inventaire est qu'il n'est pas classé par nom de peintre, mais topographique. On a vraiment là une logique utile et pratique. Ce n'est pas l'inventaire général, c'est un inventaire du cabinet des tableaux. Alors, il privilégie l'aspect pratique. L'œuvre est localisée dans chaque pièce, dessus de porte, à droite, à gauche, à droite de la cheminée, au-dessus, etc. Vous avez le nombre de tableaux par pièce, le titre, l'auteur, mais vous n'avez pas, si c'est une copie, s'il est sur toile, ou sur cuivre ou sur bois, ni les dimensions, ou bien l'État, à part une exception, il est bien endommagé pour un Saint-François, Jésus-Christ et la Vierge, attribué à Annibal Carache. L'absence de ces précisions montre que c'était finalement pas estimé indispensable, et reflétait peut-être finalement une certaine inertie dans cette collection qui n'était plus très utilisée. Louis XV n'était pas très amateur de pièces anciennes, donc il n'était pas nécessaire de connaître toutes les dimensions puisqu'on n'allait pas les demander. Et il n'y a de même aucun jugement de valeur ou commentaire historique, à part ce pèlerin d'Emmaüs qui est conservé au Louvre, et je cite: pour une fois, il y a un commentaire. On sait de tout temps imaginer que le pèlerin, placé à droite du Sauveur, est Charles Quint, et que l'autre figurait aussi le cardinal Jiménez, et que le page qui est aussi dans ce tableau était le portrait de Philippe II. C'est un des plus beaux tableaux que Titien ait fait, accroché dans la 5e pièce du cabinet des tableaux. Voilà, c'est le seul commentaire un peu développé de cet inventaire. Jorat rédigea parallèlement un état des plans qui sont enfermés dans le cabinet des tableaux, et qui sont, entre autre chose, les dessins et les plans des bâtiments du roi, donc de toutes les résidences royales, Versailles, Trianon, Marly, Meudon, les rigoles qui a amené l'eau à Versailles, Saint-Germain, Chambord, Compiègne, etc., etc. Et en fait, c'est le fond des jardins, des dessins des bâtiments du roi. Il avait ainsi la garde, non seulement des tableaux, mais des dessins. Et finalement, en 1768, la direction des bâtiments du roi récupère tous ces dessins d'architectes, et le garde n'avait plus désormais que la responsabilité des œuvres du cabinet des tableaux. Alors, la gestion continue ensuite de ce cabinet des tableaux n'a pas été modifiée par la nomination de Taraval, survivancier d'un Jorat vieillissant. En revanche, après la mort de Taraval, Jacques-Louis Durabeau, autre peintre, prend sa succession, et en 1784 est
Donc, il est survivancier, ce qui fait qu'officiellement, il n'y a pas eu de transfert de responsabilité, mais en réalité, c'est vraiment lui qui va désormais prendre les choses en main, Gerat étant en trop mauvais état de santé pour pouvoir assurer la gestion de ce cabinet. Alors, parallèlement, Dangivillers, qui est le nouveau directeur des bâtiments du roi, avait repris en main ce projet de muséum au Louvre, hein, pour y présenter les plus beaux tableaux des collections royales. Donc il fallait faire désormais un état des œuvres anciennes du cabinet des tableaux, cette fois-ci dans un but bien précis. Et enfin, lors de sa prise de fonction, Durameau a été surpris de n'avoir trouvé aucun autre inventaire général des tableaux du roi que celui rédigé par Nicolas Bailly en 1709. Il a alors entrepris la rédaction d'un inventaire général de tous les tableaux de la couronne, pénible travail qui lui prit 4 années. Durameau est très fort pour se mettre en avant et remarquer qu'il a fait beaucoup de travail, que c'était très difficile, que c'était très long, etc. Évidemment, il dénigre un peu son prédécesseur, il dit « Ah mais il n'y a pas d'inventaire, entre autres Gerat n'a pas fait son travail », ce qui est faux, puisqu'il y avait l'inventaire de 1760, à tel point que je n'ai pu me dispenser d'en refaire un autre contenant de petits volumes, lequel j'ai eu l'honneur de vous présenter, monsieur le comte. Voilà. C'est bien voir du directeur. Et donc, il commence la confection de l'inventaire des tableaux de 1784, dont vous avez là une très mauvaise image que j'ai récupérée sur Internet, hein, avec, voilà, mais comme il est que garde de Versailles, il ne fait en fait que l'inventaire des tableaux de Versailles et des satellites de Versailles, non pas l'inventaire général des tableaux. Alors, il reprend ce principe de l'inventaire topographique de 1760, mais au classique document rédigé, comme l'était l'inventaire de 1760, lui, il préfère, je cite, un livre formant un inventaire des tableaux du cabinet sur lequel tous les tableaux se trouvent placés comme ils le sont actuellement, dans chacune des différentes pièces qui composent le cabinet. Ainsi, il relève les élévations des murs de chacune des 9 salles, dans l'ordre topographique du cheminement du visiteur, comme l'inventaire de 1760. Alors les corniches, les chambranles de porte, les fenêtres sont simplement tracées à la plume, mais parfois même le bas-lambris n'est pas représenté, soit il n'existait pas, soit il était couvert par les tableaux qui parfois descendaient jusqu'au sol. Alors l'inventaire comprend 3 volumes. Le premier décrit les 9 salles du cabinet des tableaux. Et vous avez à cheval sur le feuillet de droite et de gauche l'élévation du mur avec le dessin des cadres, avec le titre de l'œuvre, le nom du peintre, les dimensions, l'état et le support. Cette fois-ci, vous avez tout pour une gestion pratique de la collection. N'oubliez pas ce projet de muséum qui reste toujours en arrière-plan. Le deuxième volume décompte les tableaux et les bordures entreposés dans les réserves. Et le troisième volume que voici, beaucoup plus soigné, est un double avec des rehauts, des lavis d'aquarelle. Et vous avez, vous voyez, les tableaux qui descendent vraiment jusqu'au sol. Ici, une table qui provient d'un des vestibules de mariés. Vous avez 2 bustes. On est un peu dans l'esprit cabinet d'amateur. On est entre les deux. C'est pas très clair. On n'a pas réussi à choisir entre la réserve visitable, le cabinet d'amateur. Mais vous remarquerez qu'on conserve toute cette logique de cabinet d'amateur avec un axe central et une symétrie des sujets ou des formes, et les pièces les plus grandes étant accrochées dans la partie supérieure. Alors la plupart des tableaux inventoriés en 1760 se retrouvaient dans le cabinet des tableaux en 1784, qui en regroupait 311, et auquel s'ajoutaient 58 tableaux toujours présentés dans l'appartement du directeur général. L'accrochage a été assez peu modifié entre 1760 et 1784. On retrouve à peu près les mêmes tableaux sur les mêmes murs. Les changements ont été assez limités et présentés et dus à des transferts de quelques tableaux dans les appartements de la famille royale. Dans l'appartement du directeur général, donc vous avez là 2 élévations du grand salon. Vous voyez qu'on est comme dans le cabinet des tableaux. Vous avez des tableaux jusqu'au sol. On est presque dans un prolongement de ce magasin. En revanche, il est impossible de préciser si nous sommes au rez-de-chaussée ou au premier étage. En effet, l'appartement était identique au rez-de-chaussée et au premier. Alors,
l'intégrité du contenu du cabinet des tableaux de la surintendance était menacée, donc je vous ai dit, par ce projet de muséum au Louvre. Et dans une lettre adressée à Durameau le 8 novembre 1789, Cuvillier, qui est le premier commis des bâtiments du roi, s'interrogeait sur le dépôt de Versailles. Est-ce dans celui-là ou dans celui du Louvre qu'on puisera d'abord? Donc les menaces se précisent. Durameau appliqua à partir de 1791 la politique d'entretien annuelle suggérée par un rapport de 1773 et il a envoyé au Louvre 25 tableaux pour être nettoyés, supposant qu'à leur retour de 25, il en enverrait 25 autres et on aurait comme ça une alternance. En fait, les 25 premiers tableaux sont restés à Paris, tout comme les 6 tableaux qu'il a envoyés en 1691 aux Tuileries pour orner l'appartement du roi. Évidemment, la chute de la monarchie a porté le coup de grâce à ce cabinet, et 2 jours après, le 12 août 1692, 2 commissaires ont posé les scellés sur ce cabinet des tableaux, comme d'ailleurs sur tous les bâtiments appartenant au roi. Et le 16 et 17 août suivants, 2 autres commissaires, nommés par l'Assemblée nationale, sont venus faire l'inventaire de tous les tableaux, les bronzes, les figures de marbre appartenant au roi à Versailles, sous la conduite de Jean-François Heurtier et de Durameau. Et enfin, le 17 et 18 septembre 1792, les commissaires ont commencé à puiser dans le cabinet des tableaux de la surintendance les premiers tableaux pour les placer au muséum du Louvre qui devait ouvrir en 93. Et les tableaux de l'ancienne surintendance devaient donc se partager entre le muséum du Louvre et le musée de l'école française à Versailles. Et Durameau a sollicité d'ailleurs en 1994 le paiement de ces appointements jusqu'au moment de l'entier enlèvement des tableaux du cabinet, époque à laquelle cessent naturellement ses fonctions de garde des tableaux. Donc cette logique de cabinet des tableaux à la surintendance devait disparaître, c'était assez évident, et les commissaires ont exprimé alors leur reconnaissance de la qualité du travail de Durameau en certifiant, je cite, « avoir trouvé tous les tableaux en aussi bon état que nous pouvions le désirer et autant en ordre que le local resserré qu'il occupait pouvait le permettre ». Ainsi s'acheva la tâche du dernier des gardes du cabinet des tableaux de la surintendance des bâtiments du roi. Donc, comme celle de ces différents homologues, la fonction du cabinet des tableaux du roi avait été avant tout d'ordre administratif et pratique pour assurer la bonne gestion et la conservation des œuvres. Les dimensions artistiques se limitaient à l'accrochage des tableaux dans les salles, vous avez ici, et compte tenu des moyens financiers et humains dont disposait le garde, l'efficacité de leur gestion a été assez remarquable depuis le règne de Louis XIV, avec peut-être un léger relâchement dans les premières années du XVIIIe siècle, malgré les moyens limités qui leur étaient accordés. La restauration et la commande de nouveaux cadres s'effectuent à la dernière extrémité, tandis que les conditions de stockage n'étaient pas toujours les plus adaptées à la conservation des œuvres en raison de leur dépôt à terre ou de leur entassement. Alors il est difficile de déterminer quelle est la part du garde de celle du directeur des bâtiments dans les décisions de transposer les œuvres les plus fragiles, mais le garde a probablement alerté le directeur à propos de l'état de ses chefs-d'œuvre, mais la décision revenait au directeur, pas au garde. Et ces décisions marquaient un changement d'approche dans cette collection, non plus seulement considérée comme une réserve de tableaux destinés au décor des appartements des souverains, mais également désormais comme un ensemble d'œuvres qui devaient être préservées, moins pour l'usage du souverain, qui depuis Louis XV s'en détachait, que pour leur qualité et leur côté patrimonial et pour l'histoire du goût et l'histoire des collections royales. Et parallèlement, vous avez ce développement de l'idée de musée qui apparaît à partir des années 1748-50. Donc de Louis XIV à la Révolution, les gardes successifs du cabinet des tableaux ont ainsi accompagné l'évolution des sensibilités vis-à-vis du rôle des collections royales, jusqu'à accepter dans un premier temps l'amoindrissement du cabinet des tableaux, puis sa disparition pour créer une nouvelle institution, le musée du Louvre. Je vous remercie.